KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. Le petit génie raisonneur, qui veuille et s'agite dans les songes, avait trouvé pour lui ce résumé assez juste. Affaissé dans son lit, sans mouvement, sans désir, sur le bord du sommeil, toutes les couches successives de son corps pesant sur la dernière, celle qui touchait les draps dans un accablement plein de repos, il ne se plaignait plus. De quoi se fut-il plaint ? Il comptait dans sa vie 5 ou 6 heures d'un bonheur effréné. N'est-ce pas la moyenne humaine ? Il avait son compte. Il lisait en lettres noires sur du plâtre de muraille « Quand un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Je vous porterai sur mon sein et je vous bercerai sur mes genoux. » Avant de se rendormir, il eut le temps de murmurer que c'était une splendeur. Le premier jour où la concierge vit revenir Christine vers 8 heures du matin, elle se dit que ça tombait bien et qu'il lui éviterait la peine de monter le courrier. Le second jour la confirma dans cette pensée. Le troisième, ce fut plus commode encore. Christine s'avança d'un pas dans la loge. Un bébé d'1 an environ dormait dans son berceau. « C'est le vôtre ?» demanda Christine comme elle recevait les journaux. La concierge vit cette forme en grand deuil sourire au berceau de fort loin, comme si elle n'osait pas s'approcher et préféra rester hors de toute communication et de tout contact. Désormais, elle prit l'habitude de venir tous les matins offrir ce même sourire de fantôme. La concierge ne savait pas si elle aimait beaucoup cela. C'était une assez jolie femme mince, une brune aux yeux durs, de fines lèvres passées au rouge, l'air d'une danseuse espagnole ou d'une actrice pour rôle tragique. Le sergent de ville, son époux, déjeunait au coin de la table. « Il n'y a pas besoin de demander de qui elle est en deuil, celle-là. » Le sergent de ville, tout en mangeant, lisait en parfaite quiétude le petit Parisien, plié et appuyé contre une carafe. 2 jours après, Christine porta pour le bébé un léger paquet qu'enveloppait un papier du bon marché. Devant la donatrice, la concierge déploya de petits bas de laine et des chaussons garnis de rubans bleu ciel, dont elle ne savait naturellement pas qu'ils étaient semblables à ceux du bébé mort. Elle remercia, hésitante, et d'une sécheresse réservée. « Et je n'ai pas envie de lui mettre jamais ça, » dit-elle derrière son dos. « Pourquoi pas ?» demanda d'une bouche déjà occupée le sergent de ville, gras, blond, mou, plus jeune qu'elle. « Je ne veux pas lui porter malheur. » Le sergent de ville pouffa, ce qui troubla la descente d'une solide bouchée de pain beurré arrosée de café au lait. Les choses rentraient dans l'ordre. Il s'expliqua sur cette hilarité en termes d'argot où figurait une sorte de doublé du verbe charrier, accompagné d'un nom de fleur. Le lendemain, la concierge tendit le courrier à Christine à travers un carreau de sa loge, d'un grand air de dignité froide et sans ouvrir la porte. Il en fut ainsi tous les jours suivants. Christine perdit l'habitude de s'arrêter. Elle traversait la vaste et large cour au pavé d'une autre époque, quand elle entendit un pas ferme se hâter après elle. Quelqu'un la salua. Elle reconnut le grand abbé Bourré. « Peut-être que j'arrive un peu tôt, dit-il, mais j'ai pensé que M. Méridier devait avoir bien des occupations dans la journée, et la concierge me dit que vous n'êtes pas là pour longtemps. » Mon frère est en effet souffrant ce mois-ci à la suite de toutes nos peines. Et se rappelant que cette excuse avait déjà servi dans le Cantal, il n'est pas encore bien remis, et je ne sais pas si... Mais on n'arrêtait pas l'abbé Bourré pour des points de suspension. Il avait besoin, absolument besoin, de voir M. Méridier. 2 mots seulement. Il ne venait d'ailleurs que pour prendre rendez-vous avec lui. Il fut convenu qu'il reviendrait à 3 heures. Christine dit qu'elle lui avait trouvé une gaieté toute naturelle et comme un air qui lui allumait le visage. Quand il sonna, à 3 heures, elle le mit dans une salle démeublée, garnie d'un poêle, d'une glace à cadre chocolat et de 2 caisses d'emballage non ouvertes d'où sortait de la paille.
Le parquet gardait trace d'un ancien linoléum. Une banale gravure, cadeau de la belle jardinière, pendait par un seul angle à une partie mal accessible du mur. Comme Christine apportait une chaise en s'excusant de ce désarroi, l'abbé l'interrompit par la plus inattendue des indiscrétions. « Le désarroi ne durera sans doute pas longtemps, » dit-il d'un air fin. Christine cherchait à comprendre. « J'ai entendu dire, madame, qu'il y aurait sans doute un mariage entre votre frère et une bien grande héritière. » Il lui riait droit dans la figure, de ses deux yeux noirs, durs et brillants comme des minéraux. Christine se sentit pâlir. « C'est un bien magnifique mariage, » continuait-il. Mais elle avait eu le temps de se reprendre. « Je ne sais absolument pas de quoi vous voulez parler. »« Ah, bien, bien, » dit l'abbé gêné. « Je l'ai cependant entendu dire par des gens renseignés. Peut-être que les gens parlent trop vite, excusez-moi. Je désirais être le premier à l'en féliciter. »« Vous savez, » insista-t-il avec cette gaucherie qui tente de réparer le manque de tact, « il faut excuser la province, M. Méridier ne s'en apercevait pas, mais il était très surveillé là-bas. » « Surveillé ?» fit Christine avec hauteur. « Je veux dire, remarquer, observer, enfin, il ne passait pas inaperçu, n'est-ce pas? C'est quelqu'un. » Lorsqu'elle l'introduisit auprès de son frère, Augustin était blanc, comme elle ne l'avait jamais vu qu'au temps des plus grandes crises. À demi couché sur sa chaise longue de type transatlantique, entre des coussins et une couverture, il présentait cette figure glaciale et serrée des moments où ils se dominaient. Christine se dit qu'il avait dû entendre. Mais pas plus qu'on arrêtait l'abbé par des points de suspension, l'apparence de la maladie chez son interlocuteur ou le froid de son accueil ne l'empêchait de parler de ses intérêts personnels quand il était venu pour cela. Il s'attrista, s'excusa de déranger, promit d'être bref, et ayant par cette promesse rempli tout son devoir de brièveté, commença de s'expliquer longuement. « Ma thèse est acceptée. L'impression est une question de 2 mois. Je la passerai vers Noël. Monsieur G, il citait le nom d'un spécialiste de l'histoire religieuse, me disait avant-hier que des subventions me seront sans doute accordées. Mais je ne les attends pas pour imprimer. » L'abbé laissait à Augustin quelques secondes pour répondre, ce qu'il ne fit pas. Un feu de boulet brûlait. La fenêtre s'ouvrait sur un air de début d'hiver. « Une thèse, » continuait l'abbé, « avec mention très honorable, qui dépend du jury naturellement, mais qui n'est pas excessif d'espérer, me dit monsieur G, m'offrirait une chaire provisoire aux hautes études et peut-être une maîtrise de conférences ultérieures d'histoire des religions dans une université de province. Cette matière ne sera pas toujours réservée à Paris. » Il montrait, devant ses futures positions officielles, une familiarité déférente, gourmande et toute neuve, et un peu du respect avec lequel il eut, jeune prêtre, cité le nom de Monseigneur. Prolongeant cette conversation où il parlait seul, « J'ai demandé si vous seriez du jury. » Très vraisemblablement, m'a dit monsieur G. Monsieur Méridier, joint à une connaissance profonde et directe de la philosophie antique, sa partie, et à une richesse de documentation historique qui n'est pas absolument rare, un sens des complexités du mental et une perception du positif dans les subtilités religieuses qui le sont infiniment plus. C'est une précieuse recrue pour la Sorbonne. Je ne puis que répéter, conclut-il, en une formule où la flatterie sentait le fumet des anciens persiflages, mais ne faisait cependant que marquer sa gaieté nouvelle. Je ne suis pas juge à ces hauteurs. Il se rejeta contre le dossier, étala 2 jambes robustes qui tendirent la soutane, joua du pied dans son soulier gauche, fit une petite inclinaison avec sa tête et attendit. La fatigue, le silence de son interlocuteur parurent lui être perceptibles. Mais il savait juger secondaire ce qui était secondaire, comme tous les grands hommes d'action. « Permettez-moi un étonnement, monsieur Bourret. Comment passerez-vous votre thèse? Soutane
ou Veston ? Eh ? Fit l'abbé interloqué. Il rit d'une sorte de rire d'attente, et Augustin, continuant de se taire, reprit avec cette docilité des solliciteurs. Soutane ou Veston ? Soutane, certainement. Quoique suspect, je n'ai pas à faire le premier le geste de l'expulsion. Ensuite en Veston, ma thèse ne laisse en quelque sorte apparaître qu'une compétence personnelle, rejetant dans l'ombre ce que j'appellerais ma compétence de métier. Il n'y a pas de petits avantages. Et d'ailleurs, même en Veston, je garderai ma soutane, au fond, dans mon placard. Il fit, en se frottant les mains, un bruit de peau sèche et souleva sa paupière inférieure de son vieux sourire égardé. Au fond de mon placard. Sait-on jamais ? Il laissa la phrase mourir sous cette répétition et cette ironie. L'attitude énigmatique de son juge de thèse l'intriguait sans rien diminuer de son euphorie. « Monsieur Méridier, fit-il enfin d'un air de familiarité bonhomme, naturellement, je compte sur vous pour une mention très honorable. » Mais Augustin se disait simplement qu'il ne devait pas se laisser dicter ses réponses par la colère où l'avait jeté l'intolérable immixtion de l'abbé. « Vous vous constatez suspect, monsieur Bouret ? » Je ne fais plus de cours à l'Institut catholique. Je suis refoulé dans une aumônerie, une première messe à 6 heures du matin, je confesse les sœurs, je confesse les bonnes dont s'occupent les sœurs, je prononce de petits sermons, ma foi, fort goûtés, ne pas être indélicat, ne pas être convoiteux, puis, n'est-ce pas, ces vieux 6e et 9e ? Cet antique décalogue est plein de sens commun, on se rencontre toujours avec lui. Il n'y a pas tant de manières de prêcher la morale. « C'est le couvent de la rue B que vous desservez ?» demanda Augustin, tenu en arrêt par la phrase de l'abbé sur les bonnes dont s'occupent les sœurs. Il pensait à Christine qui communiait là. Bouret sentit une méprisante désapprobation informulée. « Les bonnes sœurs n'en subissent aucun préjudice, ma consécration est valable, mon consentement de prêtre reste parfait, je suis le serviteur à qui l'on dit « faites ceci », et il le fait. Il recommençait la théorie exposée déjà dans la cure près de l'abbatiale. « Oui, enfin, coupa Augustin. »« Autre chose, dit l'abbé, et presque aussi importante. Toute exégèse véritable nous étant interdite, maints articles, maintes brochures ont dû paraître sous des noms de guerre. On ne laisse pas s'y égayer quelque peu si les incompétences, les concordances arbitraires et autres innocences des exégètes officiels. On use à leur égard d'impertinences que d'autres personnes pourraient trouver excessives et peu courageuses sous un masque. Ces auteurs couvertures, qui rendirent peut-être des services, vont cesser d'exister. On va tuer Mathurin Loubidou et Toussaint le neveu. Je regretterais ces prénoms paysans, fit Augustin, scrutant en une sorte de rêverie cet abbé nouveau. L'espèce de noblesse obscure que lui conférait son ancienne réserve, le secret de sa vie et tous les dessous qu'on y sentait, la régularité hautaine de ses habitudes d'intellectuel monastique, tout cet abbé d'autrefois se dégradait devant ses yeux. Un côté mystificateur et d'une gaieté à froid apparaissait à la place, toute barrière déjà tombée et sur le point de l'être. Les plaisanteries entendues à la cure s'expliquaient ainsi, et les railleries dont foisonnaient Loubidou et le neveu, que leur pesanteur de grand séminaire empêchait seul d'être féroce. Augustin se rappelait le cousin Jules, son étrange plaisir des duperies impassibles, le sarcasme tranquille et prolongé qu'il servait à Thomassin. « Je vous demanderai de ne rien révéler de ce que vous pourrez. » Il hésita, faillit dire « savoir », aiguilla sur « soupçonner ». « Je n'aimerais pas trop que fussent connus, du moins pour le moment, et avant ma nomination, ces excès de littérature pseudonyme. J'ai peur que l'université n'y voie un manque de sincérité. » Lui énoncerait-il de vaines maximes prud'homesques ? Déjà Bouret commençait de vivre très loin sur des terres différentes, un peu comme la foule qui garnissait la foire, dans la grasse vie des gens heureux. À quoi bon ce ressentiment pour la maladresse de tout à l'heure ? Sa gaffe principale était de faire, sous son vêtement métaphysique, partie de ces gars solides, positifs, matériels, lourdement ignorants de tous les messages de la mort. « Et vous changerez de carrière pour Noël ?
interrogea Augustin avec quelque froideur dans la nonchalance. Et je changerais de carrière à 55 ans, 35 ans de perdu. Il se mit à parler d'un ton changé, moitié monologue, moitié conversation, agitant des spectres de vie dilapidés, mêlant les allusions, les silences et les hésitations. Moi aussi, j'aurais pu monter par les grandes écoles, professer en Amérique, oui, enfin. Augustin sentit couler le petit filet d'envie. Il se contenta d'ajouter à sa précédente rumination sur l'inutilité des maximes solennelles une nouvelle rallonge silencieuse. Et dans 3 ou 4 mois, cet homme ne m'enviera plus. En ce moment, il entendit l'interrogation par laquelle l'abbé vivant et véritable demandait la permission de se pousser du coude parmi toutes ces images d'un abbé reconstitué. « Qu'en pensez-vous, monsieur Méridier ? J'essaie de rattacher à vous vos a priori d'historien, fit-il, de ce même ton émacié et sans poids dont il parlait à Christine des stoïciens, du temps fugitif et du butoir final, insoucieux de ce tournant brusque dans la conversation antérieure, indifférent à la stupeur de Bouret. Il considérait l'abbé subitement immobilisé, observateur et près de la parade, pour une attaque qu'il n'avait cependant aucune raison d'attendre, mais qu'il sentait, sans se l'expliquer, venir depuis le début. Sa prudente paupière inférieure était en place devant sa pupille. On ne savait quel détail d'œil ou de lèvres rendait narquoise même ces immobilités. Dans mon cas, et si je comprends bien, fit-il avec lenteur, ces a priori sont simplement les lois de toute vraisemblance positive. Les exégètes orthodoxes, pour s'en mettre à l'abri, n'ont qu'une chose à dire, de quoi ils ne se font pas faute. C'est que rien n'est impossible à Dieu. Mais Augustin ne pouvait répondre en ce moment. Il sortait, précautionneusement de sa couverture, un mouchoir où quelque chose semblait caché. Le geste de se retourner pour se servir d'un mouchoir appartenait au rite populaire des bienséances. Il était paysan et probablement pratiqué par l'abbé. Augustin conclut qu'il devait passer inaperçu. Il se retourna pour cracher dans son crachoir. Ce lui fut un repos de quelques minutes où il reprit haleine. Puis, il balaya l'objection d'une pâle main dédaigneuse. Un exégète orthodoxe est aussi bon logicien que vous. Il peut invoquer la toute-puissance de Dieu pour la réalité d'un fait, mais jamais pour sa preuve. Il sentait une chaleur rugueuse dans sa poitrine, une envie de tousser encore, une restreinte agacée et une furieuse gêne générale où couvaient des motifs obscurs. Tout à coup, étonné lui-même à mesure qu'il parlait, il se vit lancer de vieilles pistes. Vraisemblance positive, c'est justement ce qui est en question. Peut-être sommes-nous hors de l'expérience commune et de vraisemblance positive. Peut-être, après tout, s'agit-il du Fils de Dieu. On ne peut savoir d'avance. Réservez l'hypothèse. Dites comme mon maître Lavis, moi, historien, je ne sais pas ce qui s'est passé le matin de Pâques. Mais la face du monde en a été changée. Il faut quelques proportions entre l'effet et la cause. On ne change pas avec rien la face du monde. Bien sûr, dans son âme normale, il n'eût pas jeté à l'abbé ce système de vue abstraite, polémique et méprisant. Cette apologétique de pure logique historique, inintelligiblement jaillie de ses scepticismes accablés. Ce qui criait en lui, il le savait bien. Ce n'était nul souci d'église ou d'âme, mais une émeute de motifs personnels qu'il avait cru dompter, une vieille aversion mêlée de mésestime, ce goût de fiel du filet d'envie, l'affreuse intrusion du début, le torturant secret de son cœur, avili, jeté en pâture, tombé au domaine public. Il lui semblait qu'il n'y eût rien dans la chambre, que sa toux, son silence et un grand bourré noir aux yeux aigus. Gêné par ce silence, il continua d'un ton de colère nerveuse et de hauteur excédée. « Vous avez le droit de choisir vos a priori. Mais rendez-vous en compte. La conscience des postulats est l'acte essentiel de l'intelligence. Dites au moins que 2 histoires sont possibles, selon l'a priori que vous choisissez.
Mais vous, votre choix est fait, non par vous, mais par toutes les parties sèches, toutes les branches mortes de votre âme. Et naturellement, vous ne comprenez pas. » Comme Bourré le regardait, tranquille, bien portant, un peu étonné, de cet œil attentif et tendu qui cherche le mot des énigmes, l'interpellation culmina toute seule, éclata dans cet air orageux. « J'appelle mort celui dont les traits de vie collective, origine, classe, métier, joints naturellement aux tendances physiologiques, épuisent le psychisme. Or, si complexes que vous fassent les cases secrètes creusées en vous, par la longue nécessité de dissimuler, monsieur Bourré, au fond, c'est peut-être vous qui êtes mort. Je suis heureux que vous n'alliez pas jusqu'au Yam Fotet, fit Bourré souriant d'un parfait sang-froid. Mais déjà, dans ses vicissitudes sentimentales immaîtrisées, Augustin regretterait cette apostrophe à peine professée. Non que Bourré pût en saisir les racines et le sens profond. Sous la forme de phrases, c'est peut-être vous qui êtes mort. Quelle apparence qu'il pût deviner l'autre personne qu'il eût été plus vraisemblable de voir mourir. Mais parce que lui, Augustin, se sentait profondément humilié de sa propre violence. Cet automatisme de l'emportement, si rare chez lui, semblant souligner là une intrusion qu'il eût impérieusement fallu mépriser. Dans une partie de son cœur fort indifférente à la carrière de Bourré et à son positivisme historique, il entendait une pauvre parole sourde et triste. « Je ne me contrôle pas, je ne me possède pas, suis-je déjà si bas ? Et qu'importe que cet homme ait dit ce qu'il a dit, lui ou un autre, qu'importe qu'il pense ceci ou cela de Jésus. » Il retomba sur sa chaise longue, immobile, le mouchoir sur la bouche, toussant, tandis que Bourré, devant l'étrange violence d'une scène dont il devinait obscurément quelques motifs, le regardait sans songer à partir. C'est ainsi que les trouva Christine. Elle avait dû venir, attirée par les bruits de tout et les paroles hautes. « Je crains que tu ne fatigues, fit-elle. Monsieur l'abbé, qui te voit souffrant et pas encore remis, acceptera fort bien que tu ne lui parles pas davantage. » Bourré s'excusa, gêné, tourné tantôt vers Augustin et tantôt vers sa sœur. Il était désolé d'avoir fatigué monsieur Méridier. Il espérait le voir se rétablir bien vite. Les grippes, n'est-ce pas, étaient si mauvaises que cela n'avait rien de bien étonnant. Lui-même avait été un peu touché. Il partit à reculons, son chapeau velouté pressant sa ceinture, tandis qu'Augustin lui lançait de sa chaise longue « Je regrette que ces questions générales nous aient entraînés un peu loin du point spécial qui vous intéressait. Si je puis vous rendre service, je le ferai. » « Je ne me suis pas dominé, se plaint-il à Christine. J'ai été violent. J'ai laissé parler mon agacement et ma faiblesse. » Une singulière remémoration lui revenait de la conversation entendue dans le cortège funèbre derrière les deux cercueils. La Marie-Louise, ça ferait pas un vilain mariage? Moins que l'autre? Ces cancans, qui visait-il? Il n'y pouvait alors prêter nulle attention, ficelé qu'il était par toutes les ligatures de la mort. Quel mariage? Celui du médecin d'abord, et ensuite peut-être le sien? Était-ce cela? Il fut s'étendre sur son lit, se reposa, s'apaisa, se réhabitua au dédain. L'abbé cependant descendait le vieil escalier sans tapis, d'un pas distrait, occupé de pensées confuses et de perspectives auxquelles il ne se faisait pas. Il avait parfaitement aperçu ce que contenait le mouchoir. Les yeux fixés, sans le voir, sur un paillasson d'escalier, il s'accorda un moment de silence pour bien peser le mot avant de reprendre ce mélange de monologue et de rêverie. Puis, avec une clairvoyance qui eût montré à Augustin qu'il s'exagérait la mort de Bourré, « Ma parole, ça sent la conversion d'avant le grand voyage. » Il émit un petit rire du bas-ventre qu'ignora son visage. Il ressentait une émotion troublante et singulière. D'abord de l'inquiétude pour sa mention, puis un apaisement sentimental, presque agréable, et une manière de satisfaction de conscience, amenée par la fin d'un de ces bonheurs anormaux, vaguement blessants, qui n'échoient jamais qu'à autrui. La descente de ce haut destin à un niveau plus près des hommes n'était qu'obscure remise en ordre.
Cependant, la joie douceâtre et acidulée qui s'insinuait dans son sentiment de la justice baissa de niveau, disparut, et il ne sut point par quelle fêlure. Ayant atteint l'étage au-dessous, il s'arrêta non par dessein précis de s'arrêter, mais par une sorte de songerie, une exténuation de son désir de marcher. En face de lui, par une fenêtre de palier, on pouvait voir au-dessus des jardins la coupole de son petit couvent. Il ôta son chapeau, se passa la main sur le front, siffla 3 notes mélancoliques, quelque chose comme « et s'enfonça quelques minutes en une distraction immobile. Les murailles, paillassons de paliers, postes d'eau des étages, tous les immédiats alentours disparurent de son champ visuel. Au-dessous de lui, dans le même escalier, la concierge montait sur ses pantoufles. Elle trouva ce grand abbé, tête nue, le chapeau sous le menton, fixant elle ne savait quoi par la fenêtre avec une attention perdue. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouminec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.